Anne-Catherine Husson-Traoré, bonjour. Vous êtes Bonjour. directrice générale de Novetic et experte en finance durable. Alors, est-ce que rien n'a changé depuis l'effondrement du Rana Plaza ? Alors, bien sûr que non, mais on peut dire que les changements ne sont pas à la hauteur du choc qui avait provoqué ce qui reste, comme ça vient d'être dit, la pire catastrophe industrielle, et surtout parce qu'on a forcé les ouvriers à rentrer dans un bâtiment qui manifestement était en train de s'effondrer. Donc ça aurait pu être évitable si les conditions de travail n'étaient pas proches de ce qu'on appelle maintenant l'esclavage moderne. C'est-à-dire que c'est des formes où, oui, il y a un travail et un salaire, mais dans de telles conditions qu'on est plus proche de l'esclavage. Les conditions n'ont pas changé, n'ont pas évolué ? Alors, si, c'est-à-dire qu'effectivement, le Bangladesh a pris des nouvelles lois. Mais on a vu quelques années après, par exemple, il y a eu un incendie dans un autre type de métier que le textile. Donc on voit bien que le cadre réglementaire est meilleur, et quand les entreprises s'engagent à travailler avec des pays comme ça, elles peuvent s'appuyer sur un cadre légal. Après, la question, c'est l'application de ce cadre. Et puis surtout, en fait, ce qui a été la révolution, c'est que à côté de ces victimes, dans les gravats, il y avait des étiquettes. Et les étiquettes, c'était celles de toutes les grandes marques occidentales. D'où leur responsabilité. Voilà. Et ce que ça a changé, c'est que ça, à l'échelle du monde, on a compris ce que ça voulait dire que la responsabilité du donneur d'ordre. C'est-à-dire que le premier réflexe de ces entreprises dont les étiquettes étaient là, donc il y avait des preuves, c'était de dire, ah mais je savais pas, moi, bien sûr que j'ai pas demandé à mes fournisseurs, à mes sous-traitants de travailler dans une usine de ce type-là. Mais c'est eux qui, de sous-traitant en sous-traitant, ont fini par en arriver à des conditions de travail pareilles. Et ça, ce n'est plus audible. C'est-à-dire que non, à partir du moment où vous commandez des robes, des vêtements, de tout ce que vous voulez, vous devez maîtriser votre chaîne de sous-traitance, vous devez être, et c'est ce qu'on appelle maintenant le devoir de vigilance. Donc il y a quand même un cadre légal ? Alors oui, qui commence à être incitatif, mais surtout en fait c'est des procédures de pression. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le devoir de vigilance, qui est dans la loi française depuis 2017, il concerne, à partir du moment où une entreprise a un siège en France, l'ensemble de sa chaîne de sous-traitance. C'est-à-dire que c'est une forme de droit nouvelle où, en fait, on doit rendre compte de choses qui ne relèvent pas directement de son activité, mais du fait qu'on a passé des contrats de sous-traitance. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on met en place dans toute sa chaîne des procédures de vigilance pour respecter les droits humains, les conventions fondamentales de l'OIT et ce genre de choses. Et aujourd'hui, on va vers un droit de vigilance européen. Ah oui, parce que c'est ce que je voulais vous dire. Ça, c'est pour la loi française, ou en tout cas pour le cadre réglementaire français, mais au niveau européen ou même au niveau mondial, pour le moment, on n'a rien de similaire. Alors, c'est en train d'être discuté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, il y a des associations, par exemple comme Sherpa, qui utilisent le devoir de vigilance pour faire des actions contre les entreprises juridiques et pour leur demander, par exemple, là, on a vu que les blessés n'étaient pas forcément indemnisés, etc. C'était un des points très importants. Et vous avez aujourd'hui des coalitions d'investisseurs dits responsables, qui, eux, travaillent à ce que les droits humains soient respectés. Ils font pression sur les entreprises pour qu'elles abondent les fonds d'indemnisation. Donc, il y a un jeu de pression qui s'est mis en place, qui implique tout le monde. Il implique les actionnaires des entreprises du textile, les entreprises du textile et les consommateurs. Et donc, justement, est-ce que la finance, puisque vous êtes experte en finance durable, est-ce que la finance a suffisamment pris la mesure de toutes ces questions-là ? Alors, il y a une pratique de finance durable qui s'appelle l'engagement actionnarial, qui est là où on voit le plus. Alors, et surtout, ils agissent souvent en coalition. Donc, vous avez une partie des actionnaires, les grandes entreprises, H&M, Zara, toutes ces entreprises sont cotées. Et donc, le poids de leurs actionnaires est important. Et donc ça, ils font des coalitions autour du respect des droits humains. Et d'abord, ils font des enquêtes, par exemple, où ils demandent de l'analyse. Ils lisent aussi les rapports des ONG, en disant, voilà, là, sur tel et tel endroit, il y a tel et tel problème. Donc, du coup, ils demandent à l'entreprise de mettre en place des mesures. Ce qui est intéressant, c'est de voir, dans certains cas, ça marche. H&M reste à ce jour, par exemple, la seule entreprise qui est dirigée par son ancienne responsable développement durable, qui donc a mis en place toute une politique de traçabilité qui est vraiment un des arguments principaux de marketing auprès de leurs consommateurs. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ce qu'aurait dû entraîner plus loin le Rana Plaza, c'est une remise en cause d'un modèle absurde qu'on a appelé la fast fashion, qui consiste à surproduire au maximum pour renouveler tout le temps l'intérêt des consommateurs et qui pose aussi des problèmes environnementaux, parce que là, il y a un double aspect, et c'est le second aspect du Rana Plaza. Voilà, c'est-à-dire que cette surproduction, elle fait des déchets partout dans le monde. Alors, il y en a dans le désert de l'Akatara, il y en a surtout au Ghana, où en fait, s'est installée toute une filière délirante, parce qu'en fait, on exporte
C'est cette surproduction qui est de toute façon dans un état qui est de la très mauvaise qualité. Donc même sur les marchés du Ghana, ça se vend pas bien. Et du coup, il y a des décharges à ciel ouvert un peu partout. Mais j'allais dire, le vrai alerte, c'est que finalement, en 10 ans, on est passé de la fast fashion à l'ultra fast fashion. C'est-à-dire, c'est quoi la différence? La différence, c'est que c'est des marques comme Shein, par exemple, qui, elles, n'ont pas de magasin. C'est-à-dire qu'elles vendent directement aux consommateurs, j'allais dire, et elles ont trouvé une chose terrible, c'est qu'elles ont rapproché les usines de production du consommateur. Donc, par exemple, il y a, en 2020, à Leicester, une marque qui s'appelle Boo, qui est un peu l'équivalent de Shein, a été dénoncée par des rapports d'ONG et la presse, comme quoi il y avait des conditions d'esclavage moderne en pleine Grande-Bretagne. Alors, la bonne nouvelle, et c'est là où il y a un rapport avec les investisseurs, c'est que le cours de Boo a baissé de 45% quand cette affaire est devenue une controverse parce que ça a détourné les consommateurs. Ils ont été exclus des grandes plateformes en ligne type Asos, etc. Et par ailleurs, ils n'ont jamais retrouvé un bon cours de bourse. Enfin, moi, ce que j'entends surtout, c'est que s'il y a cette espèce de fast fashion, c'est que les consommateurs n'ont pas pris conscience, eux. En réalité, c'est qu'il y a de la demande, c'est qu'il y a des achats. Alors, ça a longtemps été l'argument. Et c'est vrai que c'est très compliqué d'expliquer pourquoi on ne va pas dans un magasin. Vous pouvez quantifier quels sont les clients. Vous pouvez voir, il y a une baisse, il y a une crise du textile absolument majeure qui est liée à des tas de facteurs. Le Covid a assassiné le modèle on vend dans des grands magasins de centre-ville qui était particulièrement celui d'H&M ou Zara. En revanche, on voit aujourd'hui vraiment émerger deux choses. La crise du textile, elle est quand même due d'abord au fait qu'il n'y a plus de consommateurs. Par exemple, il y avait des étiquettes de Camaïeu dans le Rana Plaza. Donc, on voit qu'en 10 ans, ce modèle qui consiste à essayer à fabriquer au plus bas coût possible pour vendre à des consommateurs qui eux-mêmes quand même peuvent pas acheter très cher, ce modèle-là, il est déjà mort en fait. Donc le côté, les consommateurs se sont détournés de ça. Alors il y a une partie de ces consommateurs qui est devenue celle de l'ultra fast fashion. Donc ça peut être, et en particulier les plus jeunes, parce que c'est vraiment vraiment pas cher. On peut d'ailleurs demander jusqu'où ils produisent pas à perte. En revanche, il y a aussi toute une partie qui émerge avec des demandes de traçabilité qui veulent être sûres de ne pas être associées à cette idée d'avoir un peu du sang sur les mains, d'une certaine façon indirectement, parce qu'on veut savoir où a été fabriqué son corsage, sa jupe ou autre. Et donc, ces nouvelles demandes de traçabilité sont fortes. Et en plus, si vous avez un problème s'il s'avère que vous promettez quelque chose que vous ne tenez pas, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Et ça peut être un vrai problème. Mais pour autant, est-ce que vous avez la sensation que ces défis climatiques, on entend parler de temps en temps ou de plus en plus régulièrement, mais qu'au fond, c'est comme un bruit de fond. Et est-ce que vraiment vous voyez une transformation chez les acteurs du secteur, les entreprises? Alors, c'est honnêtement à géométrie variable, mais surtout, probablement le plus gros problème, c'est qu'on est en silo. C'est-à-dire qu'on s'occupe du changement climatique ou de la problématique sociale liée aux ouvriers du Bangladesh. Mais l'idée que les deux sont liés est encore très peu claire, nette et précise, à la fois pour les entreprises, les investisseurs, voire les États qui adoptent des politiques. Et c'est vrai que là, depuis 2015, on a eu un primat. Alors maintenant, on a acquis l'idée qu'il fallait décarboner l'économie. Mais si vous décarbonez l'économie sans faire le lien avec les conséquences à la fois sociales et environnementales beaucoup plus larges, d'abord, ça servira probablement pas à grand-chose, mais surtout, vous pouvez faire plus de mal que de bien. Donc là, on voit bien que, par exemple, avec le Rana Plaza, on a une prise de conscience sur les conditions épouvantables dans lesquelles travaillaient ces ouvriers, ces ouvrières d'abord majoritairement. En revanche, l'idée qu'il fallait remettre en cause le modèle de surproduction textile parce qu'il allait dans le mur, finalement, il va être mis en cause par le fait qu'il est en train d'aller dans le mur. Merci beaucoup, Anne-Catherine Husson-Traoré, d'avoir répondu à nos questions.